بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le chapitre numéro 5 et 6 pour les pointeurs et les tableaux et les fonctions. Donc, on a vu chapitre numéro 1, la présentation du langage C++. Chapitre numéro 2, les syntaxes élémentaires en langage C++. Chapitre 3, les structures conditionnelles et boucles en C++. Aujourd'hui, on va voir les pointeurs, tableaux et fonctions. Qu'est-ce qu'un tableau? Donc, toujours un tableau, c'est une suite de données de même type. Chacune de ces données est un élément du tableau. Elles peuvent être rangées sous la forme d'un vecteur. C'est quoi un vecteur? C'est un tableau à une dimension. Nous avons une seule entrée. Ou bien d'une matrice. C'est quoi une matrice? C'est un tableau multidimensionnel et qui a plusieurs entrées. Donc, on aura des lignes et des colonnes. En C++, chaque élément du tableau va être repéré via un indice. Il y aura autant de séries d'indices qu'il y aura de dimensions dans le tableau. Par l'intermédiaire des indices qui déterminent la position d'une cellule dans le tableau, nous aurons ainsi un accès direct, bien sûr, à la donnée contenue. La suite des indices démarre toujours à partir de 0 et s'incrémente suivant un pas de 1. On nomme ce principe l'indexation en base 0. Ici, nous avons que petit a, c'est un tableau de type vecteur comprenant 5 éléments. A0 contient la valeur 12, A1 contient la valeur 33, A2 contient la valeur 1, A3 contient la valeur 4. Dans le deuxième exemple, nous avons que B, c'est un tableau de type matrice comprenant ces éléments. B00, elle contient la valeur 7,5. B01 contient la valeur 100,25. B02 contient la valeur 9,4. B10 contient la valeur 12,33. B11 contient la valeur 4,0. B12 contient la valeur 55,1. On passe maintenant à la déclaration d'un tableau statique. Comme toujours en C++, une variable est composée d'un nom et un type. Comme les tableaux sont des variables, cette règle reste valable. Il faut juste ajouter une propriété supplémentaire. La taille du tableau, autrement dit le nombre de compartiments que notre case mémoire va pouvoir contenir. Donc, la déclaration d'un tableau, elle est très similaire à celle d'une variable qu'on a vue dans le chapitre numéro 2. On type le nom avec la taille. Donc, on indique le type, puis le nom choisi, et enfin, entre crochets, la taille du tableau. Voyons cela avec un exemple. Donc, vous tapez include using int meilleur score 5. Donc, c'est un tableau de 5 entiers. Double et tableau de 3 doubles. On retrouve les deux zones mémoire avec leur étiquette, mais cette fois-ci, chaque zone elle est découpée en cases. 3 cases pour le tableau angle triangle et 5 cases pour le tableau meilleur score. Donc, pour l'instant, aucune de ces cases n'est initialisée. Nous avons leur contenu donc quelconque. Il est également possible de déclarer un tableau en utilisant comme taille une constante de type int ou infinite, int toujours. On indique simplement le nom de la constante entre les crochets à la place du nombre. Donc, vous tapez int constante taille tableau 20 double angle cosagone taille tableau. Donc, ici, c'est la taille du tableau. Il faut impérativement utiliser une constante comme taille du tableau. Donc, maintenant, on va voir comment accéder aux éléments d'un tableau. Pour accéder à une case, on utilise la syntaxe, le nom du tableau avec le numéro de la case. Il y a simplement une petite subtilité. La première case possède le numéro 0
et pas 1. Donc, tout est en quelque sorte décalé de 1. Donc, pour accéder à la troisième case de tab et stocker une valeur, il faudra écrire tab 0 reçoit 20, tab 1 reçoit 4, tab 2 reçoit 27, tab 3 reçoit 740 et tab 4 reçoit 0. Maintenant, on passe au tableau multidimensionnel. Nous avons que la définition d'un tableau multidimensionnel se réalise de la même manière que celle d'un tableau unidimensionnel. Et si ce n'est que vous devez fournir la taille des différentes dimensions. Par exemple, si nous souhaitons définir un tableau de INT de 20 lignes et 35 colonnes, nous procédons comme suit. De même pour un tableau de double à 3 dimensions. Donc, vous tapez include using int main, int tab 2035, double tab 345 et return 0. On passe à l'initialisation. On va commencer par initialisation avec une longueur explicite. Nous avons que l'initialisation d'un tableau multidimensionnel s'effectuer à l'aide d'une liste d'initialisation comprenant elle-même les listes d'initialisation. Donc, vous avez include using namespace, int main, int t1, 22, int t2, 22, u2 et return. On passe maintenant à l'initialisation avec une longueur implicite. Donc, lorsque vous initialisez un tableau multidimensionnel, il vous permet d'omettre la taille de la première dimension. La taille des autres dimensions doit en revanche être spécifiée, le compilateur ne pouvant déduire la taille de toutes les dimensions. Et vous avez un exemple de programme. Donc, include using int main, int t1, crochet vide, crochet 2, int t2, crochet vide 2 et return. On passe maintenant au pointeur. Donc, c'est quoi un pointeur? C'est une variable contenant l'adresse d'une autre variable d'un type donné. On peut donc accéder à une variable de deux façons, soit grâce à son nom ou bien grâce à l'adresse du premier bloc alloué à la variable. Voici un exemple pour l'âge d'utilisateur ou bien en mémoire directement l'âge utilisateur. Comment déclarer un pointeur? Donc, pour déclarer un pointeur, il faut, comme pour les variables de choses, premièrement un type, deuxièmement un nom. Pour le nom, il n'y aura rien de particulier à signaler. Les mêmes règles que pour les variables s'appliquent. Nous avons que le type d'un pointeur a une petite subtilité. Il faut indiquer quel est le type de variable dont on veut stocker l'adresse et ajouter une étoile. Je crois qu'un exemple sera plus simple. Donc, voici l'exemple include using int main, int âge utilisateur, une variable de type int, int ptr, un pointeur pouvant contenir l'adresse du nombre entier. Donc, on met l'adresse de l'âge utilisateur dans le pointeur ptr. Donc, vous avez la valeur de âge utilisateur et la valeur de l'âge utilisateur et l'adresse de âge utilisateur, etc. Maintenant, on passe aux fonctions. Pardon. On appelle fonction un sous-programme qui permet d'affecter un ensemble d'instructions par simple appel de la fonction dans le corps du programme principal. Nous avons que les fonctions permettent d'exécuter dans plusieurs parties du programme une série d'instructions. Donc, cela permet une simplicité du code et donc une taille de programme minimale. D'autre part, une fonction peut faire appel à elle-même. On parle alors de fonction récursive. Il ne faut pas oublier de mettre une condition de sortie au risque, sinon de ne pas pouvoir arrêter le programme. On passe à la déclaration d'une fonction. Donc, les types de données, le nom de la fonction, type 1, argument 1, type 2, argument 2, etc. et liste d'instructions.
Nous avons des remarques que les types de données représentent le type de valeur que la fonction est censée retourner, char et int ou float, etc. Deuxièmement, si la fonction ne renvoie aucune valeur, on la fait alors procéder du mot-clé void. Si aucun type de données n'est précisé, cela est très vélin. Le type int est pris par défaut. Quatrièmement, nous avons que le nom de la fonction suit les mêmes règles que les noms de variables, citées bien sûr dans le chapitre numéro 2. Premièrement, le nom doit commencer par une lettre. Deuxièmement, un nom de fonction peut comporter des lettres, des chiffres et des caractères. Le underscore et le and et les espaces ne sont pas autorisés. Troisièmement, nous avons que le nom de la fonction, comme celui des variables, est sensible à la case. Différenciation entre les minuscules et majuscules, bien sûr. Et on termine avec les arguments qui sont facultatifs, mais s'il n'y a pas d'argument, les parenthèses doivent rester présentes. Et on termine, il ne faut pas oublier de refermer les accolades. Voici un exemple de programme qui contient des fonctions. Donc, vous avez une fonction produit et une fonction somme. Et les variables sont x et y. Sachant que la fonction produit est définie par a fois b et la fonction somme, elle est définie par a plus b. Je vous laisse un petit peu le temps de prendre capture d'écran si vous êtes intéressé par le programme. Et je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas comme toujours si vous avez des questions et on passe à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.